l'usage de l'utilisation des données change la façon dont on travaille. Je voudrais dire que ce sujet m'est très très cher. L'utilisation d'intelligence et de données nous pose beaucoup de défis, particulièrement du point de vue d'inclusion. Comment est-ce qu'on peut faire que toutes ces données peuvent ne pas créer des préjugés, des biais contre les minorités, les femmes, les gens. Comment est-ce qu'on peut inclure même les gens avec des handicaps physiques? L'inclusion sociale, c'est une chose que j'aimerais qu'on garde à l'esprit. Notre premier panéliste est Emmanuel Michion, c'est le directeur des services de statistiques et services d'évaluation. Bonjour tout le monde, je suis ravi de l'invitation et pour l'occasion de parler de l'utilisation de données dans le cas français. Vous pouvez commencer la présentation. Les gens vont oublier si... Bon. D'abord, je voudrais parler un petit peu, quelques paroles sur le CEP en France. Merci. On a différentes missions. On peut collectionner les data en enregistrant les obstacles, en orientant et en formant les gens. On essaie les compagnies avec leur embauche et à cause du marché du travail en France. On aide à analyser le marché du travail. Donc, quelques chiffres clés. Il n'y a pas d'exception en France. Comme on a vu en Suède, on a beaucoup d'écarts de compétences et de chômage. Il y a 46 millions de visites mensuelles à Pôle emploi. Et il y a 5,6 millions de chercheurs de travail. On a à peu près 16 millions de chercheurs de travail avec l'enregistrement. Nous avons vu que les stratégies digitales ont une grande place sur notre site. Comment est-ce que les chercheurs de travail utilisent le digital? 92% des chercheurs possèdent un ordinateur ou bien un pad. 9 sur 10 utilisent l'Internet pour chercher des emplois. Donc, les recherches les plus fréquentes sont en ligne. Les recrutements sont faits par des canaux. 12% des chercheurs de travail n'utilisent pas l'Internet pour faire des recherches. Mais certaines personnes ne sont pas à l'aise avec la technologie. En général, ce sont des personnes plus âgées ou des personnes moins qualifiées. Donc, les recherches en ligne ne sont pas une option pour eux. Quelles sont nos stratégies digitales? Il y a 3 sens principaux pour faciliter l'accès à l'information et aux services de qualité, haute qualité, en améliorant l'autonomie digitale des chercheurs de travail. Et il y a plusieurs applications. On essaie de fournir des services pour des chercheurs de travail pour avoir accès à l'Internet. On essaie de promouvoir l'innovation à l'extérieur et à l'intérieur des CEP. Il y a aussi des tendances gouvernementales. Et le troisième sens important, c'est de mettre tout ce qui est digital de ceux qui gèrent les dossiers. C'est très important.
que les gestionnaires de dossiers puissent savoir comment on utilise les services digitaux. Il y a des ambassadeurs digitaux dans chaque agence. Donc, quelles sont les utilisations principales de l'intelligence artificielle et des données, mégadonnées? Les outils qu'ils utilisent, les bases de données, c'est un nouveau type de données qui est au service d'accès et au retour à un emploi durable. On essaie de fournir un contact à plein temps. Et on planifie aussi sur les 3 ans à venir pour améliorer notre efficacité. À la fin de l'année dernière, dans les administrations françaises, pour soutenir le développement d'intelligence artificielle, c'est notre plan pour les 3 ans à venir. Intelligence emploi. Donc, pendant ce contexte, on propose 3 mesures différentes concernant. D'abord, c'était pour améliorer les services pour les employeurs. On a discuté de ça un petit peu. Deuxièmement, c'est pour accélérer l'accès et le retour au réseau, au travail. Et dernièrement, c'est de libérer le temps pour l'équipe des CEP. Aussi, pour analyser, fournir du soutien aux chercheurs de travail et pour libérer le temps pour le personnel. La plupart font partie des chercheurs font partie des complexités du système de chômage. Je ne vais pas décrire tout ça, tout ce qui est sur ce diapo, mais c'est montré pour accomplir ce projet dans 3 ans, il faut qu'on accepte des projets plus petits, des produits viables, en association avec. On travaille avec l'intelligence artificielle. Je parle on collectionne des données, les chercheurs de travail sur les salaires. On rajoute des données qu'on n'avait pas avant. Ces nouvelles données vont nous aider et vont nous aider avec les compétences transférables. Pour le Smart Emploi, on voudrait fournir les gestionnaires de dossiers des informations écrites à propos des marchés de travail pour expliquer les stratégies clés. Par exemple, et il y a un changement important dans le personnel de ces CEP parce que, ou bien parce que, souvent par un décalage entre la géographie et où habite la personne. Nous avons un niveau des standards de performance très élevé. Nos data contiennent de la discrimination et on ne veut pas les répliquer. Donc, il faut qu'on poste une étude. On garde toutes les discriminations à l'intérieur de nos modèles. Quand on parle d'outils, ce ne sont pas des outils magiques, il n'y en a pas qui vont résoudre tous les problèmes dans le marché du travail. Mais ceci reste un grand défi. Merci beaucoup. Thank you, Emmanuel, for this presentation.
Merci Emmanuel pour cette présentation. Le prochain c'est Emmanuel Gallegos. Merci. On va parler espagnol. Donc, ceux qui ne parlent pas espagnol, ils puissent prendre les transmetteurs nécessaires. Merci beaucoup à tous. Je vais faire une présentation très brève. C'est un outil qui est en train de... Je ne sais pas si je dois faire ça. Je vais attendre le... necesidades que tiene para ayudar a su inserción en el mercado de una manera más pronta y eficiente. Algunos datos que me gustaría compartir para que puedan imaginar el mercado en el que opera esta herramienta. Mettez-le de côté parce que comme ça on... Tiene una población económica de 17 millones de personas. De 17 millones, solo están de manera formal trabajando 17,000 personas, empleadores, 4 millones de personas. Más 1 million d'employés públicos, 1,5 million d'employés. Donc 4 millions de ces personnes sont des gens qui sont en train de travailler, qui sont en train d'être payés, plus 5 millions qui sont des travailleurs civils et les autres sont des travailleurs informels. Et 80% de notre population est urbaine. Et ça veut dire que depuis quelques décades, on est en train de passer d'un pays rural à un pays rural. En fait, ça me démontre que ce marché-là, avec 17 000 personnes, is really slow. Donde todo el tiempo está entrando y saliendo del mercado gente, trabajadores. Y por eso herramientas... C'est les jeunes en train d'entrer et sortir, c'est pas les gens qui sortent, ils entrent et sortent tout le temps. Donc, cet outil, c'est créé de manière que puisse aider les gens d'entrer et sortir du marché le plus vite possible. El servicio público de empleo en el Perú tiene alrededor de En Pérou, le service public existe depuis 35 ans et est en train de passer des changements très significatifs. Mais on ne va pas rentrer dans les détails de tout ça parce qu'on n'aurait pas le temps de dire comment ça fonctionne. De démontrer l'organisation structurelle, on a le côté régulatoire et politique, et au niveau fédéral ou national. Donc, de l'autre côté, on a aussi l'État qui opère les bureaux à travers tous les pays. Il y a 34 services à travers tout le pays. Et ce bureau sert 2,160 millions de personnes à travailler pour le travail. Donc, si on parle de l'économie normale, ça veut dire moins de 5% de la population active et à travers toute la population active, ça veut dire en personne, c'est des chiffres très petits, donc ils offrent des opportunités de grandir vite et efficacement. Ceux-ci sont les services qui sont offerts par notre service d'emploi. Les quatre de la liste sont les demandes qui nous demandent aux travailleurs. Bon, 80% qui s'est offert, c'est à partir de le placement de travail, et certains sont offerts directement de notre bureau avec ceci. Ça veut dire qu'on est en train d'apporter ces services de manière qu'on puisse offrir les services très basiques et le plus indispensables, de manière que le bureau régional qui doit être
donner cette tâche, qu'ils puissent offrir ce service le mieux. Donc, cet outil s'appelle Certihoven. Qu'est-ce qu'on a fait avec Certihoven donc, il faut comprendre qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on vise dans cet outil. Donc, dans notre barreau, on a 8 millions de personnes qui sont entre l'âge de 15 et 28 ans. Donc, 6 millions ils travaillent et 2 millions qui ils travaillent pas. Et 1,5% ne travaillent pas, n'étudient pas et ne cherchent pas de boulot. Donc, il y a plus de 1,5%. 70% de cette personne-là la moitié sont des femmes et l'autre moitié c'est des femmes, des mères. Et c'est la réalité qu'on est en train de, c'est le problème qu'on est en train de résoudre. Donc, avec ce contexte, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est très simple à en parler, mais c'est très difficile à faire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on a proposé? Qu'est-ce qu'on va offrir dans l'année qui vient? C'est un outil qu'on va offrir des différentes sociétés. Donc, ça va le concentrer beaucoup dans un outil interopératif qui a été déployé il y a quelques années, qui a été fait à travers des conseils des ministres. Le but de cet outil, c'était de partir des informations à travers des institutions privées avec les institutions gouvernementales pour s'assurer que les informations qui puissent aider ces gens-là entrer dans le marché du travail. Donc, qu'est-ce qu'on avait avant de cet outil? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on avait, rien, mais on avait un certificat qu'on a fait. Donc, c'est via des certificats qui est offert par notre centre de service, le centre d'emploi. Ce service avait des informations basiques sur les 4 millions de personnes qui étaient mentionnées tout à l'heure. Donc, à chaque fois qu'une personne allait à ce service pour ce service-là, il était obligé de demander un certificat. Donc, alors, en même temps, c'était un officier de la police, il doit être là pour s'assurer que toutes les informations étaient données, surtout avec l'historique. L'historique criminel était aussi impliqué. Donc, on avait quelque chose plus au jour. Donc, on prend les informations qui se trouvent sur la plateforme qui est redésignée de manière que ça peut se compartir ces informations plus facilement. Donc, l'information qui était à la fonction de la police criminelle, l'historique criminelle, les gens qui étaient en prison, l'information des décisions légales, de l'historique, des historiques et éducatifs. Donc, on a pris l'information de toutes ces différentes plateformes et on a mis tout ça ensemble dans un même endroit. Donc, ces gens, ils sont tout simplement d'aller apprendre son fingerprints, excusez-moi, je suis comment on parle, mais cette personne-là s'était authentifiée et c'est un profil a été ouvert et à partir de la maison ou un endroit espace public, il peut downloader ce certificat de cette personne. On peut le faire n'importe quoi, n'importe où, et il peut le faire à n'importe moment. Et donc, ce certificat qu'il peut se faire à autant de fois qu'ils veulent. Et donc, c'est une partie de ce que vous voulez montrer. Donc, on va passer à notre diapositive sur les bénéfices de ceci. Donc, c'est un bénéfice de temps et de coût, mais pas seulement de documents, mais l'opportunité, le coût de l'opportunité. Comparé à l'information donc, comme ça, on peut trouver des gens qui peuvent mettre des gens qui sont en train de travailler avec le position de travail. Donc, on peut mettre des services qu'on peut donner aux adultes. Donc, en fait, pourquoi on se concentre sur les jeunes? Parce que c'est les cibles, la population qu'on est en train de cibler en ce moment. Donc, voilà le coût de ces outils.
Donc, ça coûte moins de 250 000 dollars pour développer, mais ça peut amener beaucoup de gens de 8 millions de personnes. Mais en addition de ce coût-là, il permet des employeurs de faire l'authentification des serviteurs le plus vite en utilisant le site du ministre. Donc, qu'est-ce que sont les challenges le plus avec ce système? On peut croire que c'est l'aspect technologique des choses, mais ce n'est pas notre plus grand challenge. En fait, le système, le challenge, le plus grand challenge qu'on a, c'est la résistance dans les entités publiques quand vient à partager l'information. Il y a deux choses contre pour ça. On a une idée dans notre tête que l'information personnelle ne peut pas se partager. Donc, c'est vrai qu'un certain contexte ne peut pas être partagé, mais c'est en train d'être des éthiques des data. Donc, on peut avoir à partager ces informations. Donc, l'autre problème, c'est que les institutions ont eu que compartir les informations avec d'autres, leurs ressources avec d'autres autres. Et donc, ils vont être obligés de faire de plus en plus dans le futur. Les institutions doivent utiliser des ressources donc, il y a des ressources qu'ils doivent utiliser dans d'autres programmes normalement ils doivent utiliser pour leur système. Il y a un peu de résistance de ça. Donc, quelques-uns ont dit qu'on est un peu optimistique sur la nation, mais on est très optimistique pour tout ça. Merci beaucoup. Thank you, Javier. Merci, Javier. Très intéressant. Donc, les incentives et l'argent interne. Et avec tout ce que vous faites là, la personne, c'est Zarika Ketka. Merci. Donc, je vais vous en parler de notre expérience avec utilisant le data pour notre process et notre donc démo. Je vais vous dire si vous connaissez que l'Estonie c'est un pays très petit pays. On a une population de 1,3 personnes de millions. Donc, en fait, on a un pays très petit. Mais à côté du développement digital, on a trouvé ça un avantage parce qu'on a pu avancer très vite dans la transmission de l'information digitale. Donc, 90% des personnes ont d'être un pays qui sont disponibles en ligne. Donc, on a aussi une connexion d'Internet de broadband très vite. Mais l'Estonien, donc, on n'est pas subordonné sur le ministère, mais notre board de superviseurs, c'est de 6 personnes qui sont de nos 2 représentants qui sont d'autres organisations, des syndicats et des sites gouvernementaux. Mais ça veut dire qu'on a beaucoup de jeunes indépendants qu'on peut choisir comment on peut arriver à notre objectif qui sont fixés par notre board de superviseurs. Donc, on a été fondé en 2001, mais originalement avec les chômages, l'assurance du chômage. Mais on a des bureaux central, des centres civil capitale de Toulouse. Notre budget, c'est plus de 500 000 euros, mais 5% va à différents bénéfices et 20% vers la police. Donc, notre forté des affaires, on a commencé avec un employé de station de non-chômage
Donc, la dernière des années passées, on a 230 000, on a pris les provisions d'autres systèmes de coordinateurs et après, dans notre réforme, on a pris de nouveaux tasks qui commençaient l'évaluation des capacités de service des gens, des travailleurs, et donc les paiements de travailleurs. En 2017, on a introduit différentes mesures pour l'employé de population, mais c'était risque de perdre le travail parce qu'il manquait de capacité. Donc, on a introduit un package de services pour pouvoir augmenter la capacité. Et notre dernière réforme, c'était juste récemment, c'était le service des carrières. Donc, maintenant, on offre des services de carrière, mais avec les jeunes, des adultes, mais aussi on a commencé avec des gens qui sont à l'école, des jeunes à l'école. Donc on est en train de prévenir prévenir le chômage de manière qu'ils puissent trouver des bons boulots en très bon jeune âge. Donc je vais vous décrire le nombre des employés qu'on peut augmenter. Donc au début de toute une organisation très petite, à 20 employés. Donc maintenant on a grandi non plus de 900 employés. Donc, c'est sûr que je vais dire de 900 de ce pays, de ces 900 personnes, il n'y a que 3 personnes qui sont responsables des bénéfices du chômage. Donc, la stratégie, le goal de notre stratégie, c'est d'abord, le client est toujours dans le centre de développement digital. On utilise la technologie. On essaie toujours d'esprit ouvert pour voir ce qui est en train de se passer dans le marché, d'utiliser de nouvelles technologies et également, on va faire des grandes valeurs de data. Donc, le point du début, c'était que le data a une valeur séparée. On aime bien processer les différentes informations, mais on a besoin de data pour pouvoir faire cette décision-là. Et en même temps, on peut monitorer les différents process et les programmes qu'on est en train d'utiliser. Donc, on peut voir qu'on a beaucoup de projets qui sont en train de fonctionner. De toutes ces activités, on va parler de cette différentes systèmes qui sont complètement automatisés qu'on a. Mais avant qu'on fasse ça, je vais démontrer deux conditions qui nous permettent de faire cette condition. La première, c'est l'identification électronique. Mais c'est obligatoire à notre année. Donc, et les gens puissent utiliser cela pour des différentes endroits digitales. Donc, c'est la carte d'identification, c'est un code personnel d'identification qui s'est donné à chaque personne estonienne quand il ou elle quand on a un bébé, cet enfant-là a son propre code. Donc, ce code-là s'utilise pour réduire le temps pour émettre des informations digitales. Donc, ce qu'on a aussi, c'était le Road Data Exchange System qui laisse de connecter les différentes databases l'un à l'autre. Donc, le système, on n'a pas une master base de toutes les informations. Donc, le data doit être
Ça doit garder. Donc, le système d'éducation, le système d'éducation, ce que nous avons besoin de data d'autres registres, on peut le connecter, peut utiliser avec cet X-Roads Data Exchange System. So, how much is automatic benefits system fonctionne? So, il prend une minute d'une application en décision. Donc, si on a toute l'application dans le registre, donc on peut très brièvement, une fois que le client arrive, il donne l'information, il peut le faire en ligne ou le faire au bureau. Donc, le travailleur de cas, l'administrateur, peut l'aider à faire cette application. L'application, c'est complètement pré-rempli avec l'information des différents registres. Et une fois que l'application soit soumise, le data va la donc, si il calcule le type de bénéfices qu'il peut avoir, il peut voir ici, il peut savoir des assurances, des paiements de chômage. Mais s'il y a des informations qui manquent ou qui n'est pas correctes, la personne, qui s'est trompée dans une information, par exemple l'information des bancaires, donc alors l'administrateur qui doit collectionner l'information, alors dans ces cas-là, la personne peut tarder encore 6 jours pour cette application. Mais ce qui fait le système fait des biens, c'est qu'en ordre de ce que le client veut, les informations, se met en contact avec nos services opérationnels, de vérifier, de voir que ces clients sont activement en train de chercher du travail. Ils sont pour qu'ils puissent recevoir des bénéfices de chômage. Donc, cette information est gardée dans un système de service et donc, si la personne est activement en train de chercher du boulot, donc, cette information est aussi envoyée de l'assurance des bénéfices de chômage directement au système de comptabilité. Pour toutes ces informations, ça bouge de comptabilité à la banque et c'est là où le client il reçoit ses bénéfices reçoit ses bénéfices à sa banque même jour à chaque mois. Qu'est-ce qu'on a appris de ce système? Donc, ça va prendre à peu près 10 à 15 minutes pour faire chaque semaine. Maintenant, ça va prendre quelques secondes. L'interaction avec des personnes est très minime. Donc, avec l'application, la procédure d'application, c'est très simple pour les clients. Alors, donc, je voudrais très brièvement dire quelques leçons qu'on a apprises. D'abord, pour créer ce système, on a eu un support autour de ce système. Donc, c'est la carte d'éducation, l'échange de data et qui a créé le gouvernement. Donc, on est toujours dépendant de nos partenaires. On n'a pas pu la possibilité de digitaliser toutes ces informations. Mais avant, cette formation digitale n'était pas disponible. Donc, comme il a commencé en 2014, donc c'est très important pour nous. À travers cette registre, on peut recevoir des informations quand le contrat de travail a commencé et quand c'est fini, et toutes ces informations, c'est nécessaire pour faire des décisions de chômage. Et le dernier, mais sûrement pas le moins, le développement, c'est toujours là. Il faut toujours être proactif et penser sur la technologie, où c'est qui va
ni comment on peut rentrer dans notre façon de travail. Merci, Rika. Une présentation très intéressante et gardée dans le temps nécessaire. Donc, le prochain panéliste, c'est Melissa Gibson. C'est la tête de... Merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'être là. Donc, on travaille toujours. On n'a pas encore lancé la plateforme. Donc, basiquement, c'est une grande opportunité. On est un partenaire avec le gouvernement de Costa Rica depuis 30 ans. Notre rôle, c'est de promouvoir et attirer des investissements. Donc, on est constamment, quotidiennement en contact avec des sociétés. Ils comprendront ce challenge et surtout dans le marché de travail. Donc, combien de personnes sont disponibles pour le travail? C'est très difficile. Donc, les changements de cette société, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Mais en Costa Rica, on n'a pas pu attirer des gens qui sont en haute technologie, mais quand on est en train d'attirer des talents de haute capacité, on a aussi le ministre du Travail, le ministre de l'Éducation. Donc, on essaie de voir ce que demande qu'est-ce qu'ils demandent. Donc, c'est ce qu'on a fait. Costa Rica doit résoudre le problème des capacités, les manques des jeunes avec des capacités. Donc, on est en train de naviguer dans les différents endroits. Qu'est-ce que c'est en train de le travail qui sont en train de créer en Costa Rica sont dans d'autres langues. Donc, les 4 langues en demande, c'est anglais, portugais, français et allemand. Et un pays qui parle espagnol. Donc, ça crée beaucoup de tensions. Et comment on peut créer de nouveaux jobs de travail, pour créer de nouvelles capacités pour ce qui demande ce travail. Donc, ce qu'on a beaucoup la grande opportunité de mettre en partenariat avec IBB, c'est un lab qui nous supporte dans cette idée, dans ce chemin, et avec une autre organisation comme la CRUSA, qui a sponsorisé ce projet. Qui est 42 mois, qu'on est en train de faire. On crée une plateforme qui compare des capacités avec des autres. Donc, ça veut dire qu'on met en place des tueurs de travail pour des gens avec les propres capacités nécessaires. Mais on va travailler sur une plateforme qui va suggérer des années pour qu'ils puissent, des chemins et comment ils puissent acquérir ces capacités. Mais même dans le cas des enfants des enfants dans le lycée, de manière qu'ils puissent avoir le chemin. Mais aussi pour les gens qui sont en train de rentrer dans le marché de nouveau. Donc, on a établi ce projet de telle manière qu'on a un bord donc, ce n'est pas pour nous créer une plateforme qui est de segment pour segment pour l'économie, mais aussi pour l'intégrer à travers la plateforme d'opportunités de travail. Donc, aussi en même temps, on a beaucoup de gens directeurs qui connaissent ce topic, mais la définition de la stratégie. Et oui, on est en train de travailler pour IBB pour avoir le projet de venir de faire l'initiative Hub de Costa Rica qui garantit la plateforme qui sera. Donc, Ceci s'explique tout seul. Mais on a 3 bénéficiaires principaux de ce projet. Évidemment, les individus
On commence avec des lycéens diplômés de lycée ou des individus qui n'ont pas d'emploi et des retraités qui voudraient se réintégrer au marché du travail. L'idée de cette plateforme, c'est de suggérer aux parents par des activités différentes de partager avec nous sur cette plateforme leurs données personnelles, mais aussi on prend en considération des outils d'identification qui vont aider pour qu'on puisse prendre une photographie quotidienne de leurs intérêts, de leurs attentes, de leurs besoins et des opportunités qui peuvent exister pour les aider à développer leurs nouvelles compétences. On a trouvé et peut proposer une suggestion, le bon chemin pour cette personne. Mais il y a aussi des compagnies basées à l'échelle nationale. Comment est-ce qu'on peut aider les compagnies à parler de compétences et de leur évolution? En fait, on travaille avec plusieurs compagnies déjà. Un processus qui présente le défi. J'ai besoin d'un descriptif de poste, mais on commence plutôt à parler de compétences associées avec ces emplois. Le gouvernement est un partenaire important pour nous, joue un rôle important. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces données qu'on génère des deux côtés? En fait, on travaille avec les ministères que j'ai mentionnés tout à l'heure. Quels seront les résultats sur le plan analytique qu'on peut générer qui peuvent aider la politique de développement? On essaie d'aider les entités publiques, les instances publiques à gérer les données, mais à un certain niveau, on doit retourner vers les systèmes pour les changements à long terme. Mais il y a un groupe de joueurs additionnels. Nous savons que quelques-unes de ces opportunités de formation, en ce moment, on travaille maintenant pour finaliser un accord avec Coursera en termes de plateforme, de certification. En certains cas, on pourra offrir un soutien et de l'aide à des individus qui doivent en fait payer cette formation. On voudrait être une boutique qui offre tous les services, one-stop shop, pour pouvoir aider les gens à poursuivre leurs intentions. On aura une plateforme qui comprend une plateforme ouverte, par exemple pour le crowdfunding, le financement, les banques commerciales qui ont par exemple des programmes spéciaux pour ces opportunités. Avec ceci en tête, après 42 mois, le but sera d'avoir une plateforme qui aura généré de jobs dans ce qu'on appelle l'économie de connaissances, avec des opportunités en termes de genre. 50% de ces postes sont pour attirer les femmes. On a déjà commencé, on est déjà en contact, on facilite la prise de conscience par les femmes du marché du travail, le potentiel en termes d'emploi. On pense avoir 30 000 participants actifs, bénéficiaires grâce au système. On espère les garder motivés, engagés et de partager leurs renseignements. Donc le modèle, évidemment, il faut d'abord créer le profil de ces individus, des candidats à différents niveaux. On ne pense pas qu'ils vont s'asseoir et tout partager à la première. Au début, il faut que les données soient correctes, donc il faut faciliter
nous allons et il faut construire un système qui fera un matching entre les compétences et les individus. Le centre critique de cette plateforme pour construire cette analyse d'écart, et évidemment de temps en temps, on doit recommencer le processus pour chaque individu. On a eu l'occasion de piloter ou d'essayer des essais. On a reçu une proposition d'un de nos fournisseurs techniques où l'expérience de l'utilisateur est très directe et facile et offre un environnement dans lequel l'individu se trouve identifié et aligné qui je suis et qui j'espère devenir en termes de développement de compétences. Avec ceci, on aimerait créer de la loyauté des consommateurs, avoir un outil qui nous aide à obtenir des informations correctes. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, on a commencé avec l'héritage de quelqu'un, projet sur lequel on travaille depuis plusieurs années. Il y a quelques points de données qui sont déjà construits. Par exemple, nous menons la foire d'emploi la plus grande au pays. Il y a des profils dans cette plateforme, cette foire aux emplois. Et JobLink, c'est un lien pour les emplois. Il y a l'orientation vocationnelle. Il y a au moins 10 000 étudiants qui sont actifs. Des compétences en langue, comme j'ai mentionné. Et depuis 2 ans, on travaille avec quelque chose de plus. Et on travaille avec les ressources humaines. Il y a beaucoup d'activités dans ce domaine. De jeunes fusées avec des individus qui sont jeunes. Ils peuvent être par exemple des lycéens ou des compétences. Ils voudraient faire du networking, construire leur réseau. C'est une première phase de ce projet qui sera probablement connecté à une stratégie nationale. On va construire un système de mise en œuvre nationale qui va connecter à l'avenir au marché du travail. On va préparer les compétences, aider les gens avec leurs compétences. En gros, ce qu'on fait actuellement, on essaie de lancer le bêta, la version bêta, en avril 2020. Ce fut une année de définition. On a traversé 6 phases, 60 phases différentes, 60 individus différents. Donc, c'est un défi. J'espère que ceci peut contribuer à d'autres initiatives. On est très contente d'offrir un partenariat, de vous offrir un partenariat. Merci, Vanessa, pour cette présentation et de soulever l'utilisation éthique des données. On discutait avec le vice-ministre avant. On a travaillé sur le digital, mais aussi dans le monde analytique. Sinon, on a 10 minutes pour des questions. Andrea? Je ne sais pas si on a reçu des questions, mais il y a une question.
C'est pas moi qui traduis ou interprète aujourd'hui. Donc, si vous posez la question, une question est posée en espagnol, vous allez entendre la réponse par vos écouteurs. Mais je m'appelle Guillaume Sosa, je suis de Paraguay. On a appris vos succès, mais j'aimerais savoir, vous demander à propos de vos erreurs ou des fautes ou ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qu'on devrait éviter, nous? Chaque personne serait bien si chaque personne peut répondre. On aurait dû il faut collectionner, il faut connaître les besoins des employés, des chercheurs de travail et des employeurs avant de continuer et pour savoir si le système répond à leurs besoins. Oui, on devrait faire ce qu'on peut faire, pas simplement ce qu'on attend de nous, et plutôt on essaye de... Est-ce que vous essayez de changer ceci? Désolé. Voilà, voici les erreurs du service public. Comprendre les besoins du public ciblé. C'est pour ça qu'on a passé une année sans nom. À la fin de la journée, il faut identifier les expériences avec la plateforme et on s'est rendu compte on a cru que ça allait prendre 3 mois. On pensait avoir un nom super flash, mais en fait, ça fait 6 mois et le nom n'est pas si flashy en fait. Une chose qui est très intéressante quand on construit l'expérience de l'utilisateur pour ces projets, c'est d'apprendre ce que les gens souhaitent véritablement. Tout le monde, comme on peut imaginer, ne veut pas la même chose. Donc, quand on travaille avec des individus jusqu'à 65 ans, enfin, le meilleur retour, meilleure population, sont ceux qui sont plus âgés. Mais ils nous ont dit, je suis grand-mère, je voudrais que mon petit-fils ait un bon fils, mais voilà ce que vous devez faire. On a dû le reformuler en termes de public qu'on cible. Ce fut un grand challenge, on a dû beaucoup apprendre, répondre à un groupe de besoins très divers. Je suis d'accord. Il fallait prendre en compte que souhaitent en fait les clients, les consommateurs. Il faut impliquer également les gestionnaires de dossiers dans votre travail à un stade très tôt du développement. Je ne sais pas si c'est un échec ou pas, mais ce que nous avons eu comme expérience, c'est qu'il faut vraiment chercher ce qui se passe dans l'environnement juridique ou légal. On n'aurait pas pu, par exemple, mettre en œuvre ces positions automatisées si on n'a pas été conscient de ce qui se passe dans l'environnement juridique. Par exemple, les règlements de l'européen GPRD, c'est du droit international. Il a fallu qu'on change les lois nationales pour tenir compte de ces règlements européens. Donc l'environnement est très très important. Comment partagez-vous avec les données avec les compagnies privées, par exemple LinkedIn? Avez-vous un partenariat pour
bénéficier de tous les renseignements qui existent. Nous avons un partenariat avec plusieurs JobBot, des compagnies comme LinkedIn. Dans le cas de Pérou, il n'y a pas vraiment un cadre par lequel on pouvait comparer les données publiques avec les données privées. On essaie de déterminer un accord avec différentes municipalités et différentes compagnies, mais il y a un standard qui réglemente la fonction publique et la fonction privée pour assurer qu'elle est légale. Quand on parle d'échecs et de difficultés, récemment, le logiciel qui a 4 millions de personnes enregistrées a été traité comme si c'était des joyaux de la couronne. Ça n'a pas été très réussi parce qu'ils ont été gardés sous clé et ils n'ont pas été disponibles. Une des choses qu'on essaie de développer, c'est l'interconnectivité. Ça veut dire les partenariats stratégiques dont nous allons bientôt signer un accord avec Coursera. Microsoft et LinkedIn travaillent avec nous pour comprendre comment on peut construire un pont et lancer des stratégies. Il y a des compagnies privées avec lesquelles on travaille, basées sur leurs connaissances, pour développer des diplômes. On travaille avec IBM, Google, etc. Donc l'idée, c'est que ce soit une plateforme très amiable. Il faut qu'on travaille avec les compagnies en temps réel. Il faut qu'ils opèrent et qu'ils mettent à jour leurs compétences et leurs exigences. Du point de vue de protection de données, oui, mais on voudrait aussi intégrer autant que possible. On utilise rarement les données générées par le secteur privé, mais on utilise les données des plateformes d'échange de données. On travaille avec le secteur privé. On a des partenariats avec 6 compagnies différentes du secteur privé et des compagnies d'informatique pour nous aider avec ces applications techniques. Si je peux, j'aime beaucoup cette question. Et je crois qu'on a entendu qu'il y a différents utilisateurs. Il y a les employeurs internes et les candidats qui cherchent du travail. Très, très bonne question et très bonne réponse. Je suis Marie-Christine. Je dirige le SEP de Belgique. Merci pour ce projet. Je voudrais diriger une question à notre collègue d'Estonie sur une de vos diapos. Vous avez nous avez montré des questions faites en question de minutes. Est-ce que les données sont correctes? Est-ce qu'il y a des indicateurs de performance? Est-ce que c'est faisable d'avoir des données correctes à 100%? En fait, 50% de toutes les décisions quant à l'assurance chômage sont faites dans 1 minute. En fait, quand il faut corriger si le numéro de compte n'est pas bon, ou si on n'a pas enregistré quelque chose, ce serait en proportion. Nous avons un indicateur dans notre système de gestion de performance à propos des délais des bénéfices d'assurance chômage.
On a souvent juste un seul mois pour faire des décisions, mais normalement les décisions sont prises beaucoup plus rapidement. Mais on ne connaît pas la justesse de nos données. À propos de plaintes, avez-vous un bureau? Quelquefois, les gens qui ont plus de ressources, qui ont plus d'argent, comment traitez-vous les plaintes quand les gens... Nous avons bien sûr des plaintes, mais on a vraiment très peu de plaintes parce que c'est très digital et nous avons toutes ces données dans nos registres. Mais les plaintes, bien sûr, ils peuvent toujours nous envoyer leurs plaintes par des humains et non pas par des... On va répondre pas par des machines, mais par des humains. S'il n'y a plus de questions, merci beaucoup à tous les panélistes. Merci mille fois.